Mercredi 10 juin 2003, Nadine Chabert dit au revoir pour la dernière fois à sa fille Émilie. Elle me fait un bisou et elle me dit « Je t'aime mon bébé », comme des mots d'habitude. Plus personne ne reverra cette mère de famille de 33 ans. Je comprenais pas ce qui se passait. Absolument pas. Est-il possible que Nadine Chabert ait volontairement choisi de disparaître? Moi, on me l'a dit qu'elle allait partir. Émilie avait même entendu à plusieurs reprises sa mère dire au téléphone « Mais si je pars, qui va s'occuper d'eux ?» Les jours passent et Nadine Chabert ne donne toujours pas signe de vie. Après la piste du départ volontaire, les policiers vont envisager une autre hypothèse. Nadine n'a pas disparu, mais a été tuée par son époux. Parce que Nadine, elle avait décrit son mari comme quelqu'un d'inquiétant. Mais Patrick Chabert, soutenu par sa fille, clame son innocence. Il n'y avait rien à charge contre moi. Il n'y avait que des suppositions. J'étais là. Mon père ne l'a pas tué, j'étais présente. Après 15 mois de détention, Patrick Chabert est finalement acquitté. Là, vous savez les larmes qui coulent, c'est la joie. De nouvelles investigations sont menées. Qui est l'homme avec qui Nadine Chabert avait rendez-vous le soir de sa disparition? On ne sait pas trop si c'est l'ami proche, si c'est l'amant, si c'est les deux. Pourquoi la meilleure amie de Nadine Chabert s'implique-t-elle autant dans l'enquête? Nadine Chabert était fascinée par cette femme. Elle a même pensé qu'il y avait plus que ça entre elles. Qu'est-ce qui peut expliquer le changement d'attitude de Nadine Chabert peu de temps avant sa disparition? Ce qui saute aux yeux, c'est qu'il y a tous les ingrédients que l'on retrouve dans toutes les autres sectes. C'est en compagnie de Jean-Marc Bloch, ancien patron de la PJ de Versailles, et de Négar Aéri, avocate pénaliste, que nous allons revenir sur cette affaire non élucidée. Mercredi 11 juin 2003. C'est une belle journée ensoleillée qui s'annonce à Fos-sur-Mer. Mais ce matin-là, le directeur d'une entreprise de formation professionnelle s'inquiète. Car Nadine Chabert, une de ses employées, n'est pas venue travailler. Vers 9h20, ma secrétaire est venue me le signaler. Donc, fort étonné, je lui ai dit tout simplement, écoutez, appelez-la et voyez ce qui se passe. Mais Nadine Chabert ne répond pas aux appels. Quand on est habitué à avoir quelqu'un qui fonctionne bien, qui est assidu et qui vous prévient en cas de petits problèmes du quotidien, on est en droit de s'étonner d'une absence et puis d'un téléphone qui reste muet. Philippe Bourcher demande alors à une de ses collègues de se rendre au domicile des Chabert. Donc elle y va et elle nous dit écoutez, la maison est fermée, les volets de même et sa voiture est devant. Voilà, donc ça ne répond pas, je n'en sais pas plus. Où est Nadine Chabert? Pourquoi cette mère de famille de 33 ans n'est-elle pas au travail? Alors je décide d'appeler le commissariat le plus proche. Quelques minutes plus tard, les policiers de Fos-sur-Mer reçoivent un autre appel signalant la disparition de la jeune femme. Cette fois-ci, c'est une amie de Nadine Chabert qui s'inquiète. Elles s'appellent très régulièrement, elles sont très très proches. Et en effet, elle est l'une des premières à s'inquiéter vraiment de ce qui pourrait être arrivé à Nadine. Intrigués par ces deux appels successifs, les policiers décident de se rendre au domicile de Nadine Chabert. La maison, située dans un quartier résidentiel de Fos-sur-Mer, est une grande bâtisse construite sur une propriété familiale de plusieurs hectares. Il y a d'un côté la maison qu'occupe Nadine Chabert avec son mari Patrick et leur fille Émilie. Et puis pas très loin de là, la maison où vit Hélène Pérez, qui est la mère de Nadine Chabert. Il explique aux policiers que sa femme est partie la veille, c'est-à-dire le mardi 10 juin à Paris, pour suivre un stage professionnel de quelques jours. Il est donc selon lui tout à fait logique que Nadine ne soit pas à son bureau de Fos-sur-Mer. Patrick Chabert ne comprend donc pas pourquoi l'employeur de son épouse a téléphoné ce mercredi 11 juin à la police pour signaler sa disparition. Le mari m'a appelé en vociférant au téléphone
qu'est-ce que c'est que ce bordel, la police m'a dit de rentrer, moi je suis au travail, il faut que je rentre chez moi, sinon ils menacent de casser la porte pour aller voir ce qu'il y a dedans. Et pourquoi vous avez appelé, de quoi je me mêle, Nadine elle fait ce qu'elle veut. J'ai dit attendez monsieur, d'abord vous vous calmez, et deuxièmement quand j'ai quelqu'un qui fonctionne normalement et qui est absente sans motif au bout de 3 heures, censément, si je n'ai pas d'informations, j'appelle les secours. Il est impossible que ce mercredi 11 juin, Nadine Chabert soit en stage professionnel sans que son employeur ne soit au courant. Alors pourquoi a-t-elle dit à son mari qu'elle devait aller à Paris? Pourquoi a-t-elle quitté le domicile conjugal? Pour l'heure, les policiers sont incapables de répondre à ces questions. C'est alors que les enquêteurs envoyés sur la propriété de la famille Chabert croisent la mère de Nadine. J'ai dit Nadine, elle est partie à Paris. Pour Patrick, elle était partie à un stage à Paris. Pour moi, elle était partie à un stage à Paris. Il n'y avait pas de doute, moi. La famille de Nadine Chabert ne semble donc pas inquiète. Mais la jeune femme reste injoignable. Les policiers décident alors d'ouvrir une enquête pour disparition inquiétante et demandent au mari de venir au plus vite répondre à leurs questions. Le lendemain, jeudi 12 juin, à 16h25, Patrick Chabert se présente au commissariat de Fos-sur-Mer. On me pose des questions, qu'est-ce que vous étiez, où est votre femme, etc. Ben, je leur dis exactement ce qui s'est passé. Je leur dis, écoutez, moi, le 10 juin, je l'ai déposé sur sa demande, à un endroit bien précis, qui était au rond-point d'Intermarché. Patrick Chabert ajoute qu'il a déposé sa femme le mardi 10 juin sur ce rond-point vers 14h. Et il explique pourquoi. Il y a une de ses amies qui devait venir la chercher pour la déposer à la gare TGV d'Aix-en-Provence, gare TGV qui devait la conduire à la gare de Lyon à Paris. Cela fait maintenant 2 jours que Nadine a disparu. Patrick Chabert fait part de son incompréhension. Pourquoi sa femme lui aurait-elle menti? Il amorce alors devant les policiers un début d'explication à l'absence de son épouse. Il est vrai qu'une fois ou deux, elle m'avait dit qu'elle lâcherait tout pour faire sa vie. Et puis il leur explique aussi qu'ils sont en procédure de divorce et que finalement peut-être que Nadine est partie. Et que c'est pour ça aussi que lui ne s'inquiète pas du fait que Nadine ne donne pas de nouvelles. À la demande des enquêteurs, Patrick Chabert décrit ensuite comment était habillée Nadine le jour de son soi-disant départ à Paris. Il se souvient bien d'elle, descendant de sa voiture avec son petit sac de voyage. Elle portait une jupe longue bleue, un chemisier blanc et des chaussures à talons. Lorsque Patrick Chabert quitte le commissariat aux environs de 17h, il ne comprend toujours pas pourquoi les policiers s'inquiètent autant de la disparition de sa femme. Il rentre chez lui, espérant que son épouse va finir par donner des nouvelles à leur fille Émilie, âgée de 11 ans. Les enquêteurs, quant à eux, sont bien décidés à élucider cette disparition, qu'ils jugent très préoccupante. Jean-Marc, ce qui est extrêmement frappant dans ce début d'affaire, c'est qu'une enquête pour disparition inquiétante est ouverte, alors que Nadine Chabert est une femme de 33 ans et que sa famille, son mari comme sa mère, ne manifestent aucune inquiétude. Est-ce que vous trouvez qu'il est légitime que la police s'inquiète si vite de la disparition de Nadine Chabert? J'avoue que je suis un peu surpris. Il y a entre 40 et 50 000 disparitions signalées en France chaque année. Et parmi ces disparitions, il y a celles de mères de famille qui, pour une raison ou une autre, décident de couper les ponts, de changer de vie. C'est d'ailleurs cette hypothèse qu'envisage Patrick Chabert quand il fait sa première déposition au commissariat de Fos-sur-Mer. Ce qui pourrait expliquer que la police se mobilise aussi vite, c'est que cette disparition se situe dans un contexte de procédure de divorce. Cette procédure est-elle conflictuelle? C'est sans doute la question que se posent les enquêteurs et c'est la raison pour laquelle ils s'intéressent aussi vite à cette disparition. Patrick Chabert dit avoir déposé sa femme le mardi 10 juin sur un rond-point à la sortie de Fos-sur-Mer où cette dernière devait retrouver une amie pour rejoindre la gare d'Aix-en-Provence. Selon lui, Nadine partait à Paris pour suivre un stage professionnel qui devait commencer le mercredi 11 juin. Or, son employeur affirme que ce n'était pas le cas. Qui croire dans ce début d'affaire, Jean-Marc? Ce qui est certain, c'est que Nadine Chabert ne devait pas être en stage à Paris ce mercredi. Elle n'avait donc aucune raison professionnelle de prendre un train et de quitter sa famille le mardi. Soit Nadine Chabert a menti à son mari, soit c'est son mari qui ment. Dans cette dernière hypothèse, Jean-Marc, cela voudrait dire que Patrick Chabert a inventé cette histoire et qu'il cache quelque chose. Oui, mais à ce stade des investigations, il est trop tôt
pour savoir qui a menti. Il est trop tôt pour savoir si Nadine Chabert est partie volontairement ou si au contraire il lui est arrivé quelque chose de grave. Pour les enquêteurs de Fos-sur-Mer, la priorité est maintenant d'établir le profil de la jeune femme disparue. Qui est Nadine Chabert? Quelle est sa vie? Répondre à ces questions permettra peut-être d'expliquer sa disparition. Alors Nadine Chabert, c'est une trentenaire qui est coquette, qui prend soin d'elle, qui est blonde avec les cheveux au carré, qui est souriante, voilà, qui est très jolie. Cela fait 12 ans que Nadine et Patrick Chabert sont mariés. On s'est rencontrés chez des amis, tranquillement. Bon, on a flirté, etc. C'est avéré qu'on devait se plaire puisqu'il s'est passé le mariage. Nadine Chabert est alors tout juste âgée de 20 ans. Son mari est de 6 ans son aîné. Elle s'est mariée très jeune, là, oui. Émilie est née de suite après. Une petite fille et un mariage qui font le bonheur de la maman de Nadine. Ils sont venus habiter avec moi. J'aurais donné le terrain, ils ont commencé à bâtir. Ils vont construire en fait leur maison. Patrick Chabert, qui est conducteur de travaux, va être très impliqué dans la construction de cette maison à laquelle il tient beaucoup et qui va abriter leur famille. Au début de son mariage, Nadine Chabert ne travaille pas et reste à la maison pour s'occuper d'Émilie. Elle adorait sa fille. Hein. Son mari, il partait en vacances. C'était une femme tout à fait normale. Hein. Peut-être avec du caractère, mais bon. C'était la famille parfaite, non, ça n'existe pas. Mais on était une famille avec beaucoup d'amour, beaucoup de simplicité. Et ouais, je pense que c'est les deux facteurs les plus importants, la simplicité et l'amour. Et c'est pour ça que j'ai eu une enfance magnifique. Émilie ayant grandi, Nadine Chabert décide de chercher du travail. Je pense que ça devait être important pour elle de reprendre travail parce que, comme tout être humain, on a besoin de se sentir utile, on a besoin de s'accomplir. Ma femme, elle travaillait pour pas s'enrichir, elle travaillait pour avoir une occupation, vivre quelque chose. Et c'est normal, après avoir élevé une enfant, elle a envie. Elle a envie, elle le fait. Il faut aller au bout de ses envies. L'entrée dans la vie professionnelle va profondément changer la personnalité de Nadine Chabert. C'est un peu à partir de là qu'elle évolue aussi, elle, personnellement, et puis qu'elle sort davantage, qu'elle rencontre des gens, qu'elle a des loisirs. Émilie a alors le sentiment que sa maman s'éloigne d'elle. Elle a commencé à changer et sortir plus de son côté, nous délaisser. Il faut expliquer que presque toutes les semaines, elle partait soit le vendredi soir, soit le jeudi soir. Elle partait, soi-disant, chez ses amis. Elle partait quasiment tous les week-ends. Ça lui arrivait même de partir en semaine. Par moment, je n'étais même pas au courant. Laisser sa fille toute seule à la maison, le frigo vide, la gamine obligée d'aller chez sa grand-mère pour récupérer quelque chose pour manger ou manger chez sa grand-mère. Elle oubliait sa fille à l'école. C'est pas Nadine. Pour moi, c'était pas Nadine. Patrick Chabert ne comprend plus l'attitude de sa femme. Et un jour est arrivé, elle me dit, j'arrivais de Toulon, je pense, ou autre, et dans la cuisine, elle m'annonce, je veux divorcer. Je dis, attends, je comprends pas. Je t'aime pas, je t'ai jamais aimé, on reste bête. Donc, et après, vous êtes un peu sur le fait accompli, et vous êtes quand même intelligent un peu, vous n'avez pas envie de pourrir la vie des gens, quoi. S'il n'y a plus d'amour, plus rien, ça sert à rien de se battre, quoi. Pour le bien d'Émilie, les deux époux trouvent un terrain d'entente. Il est convenu que Nadine restera avec sa fille dans la maison familiale qui lui appartient. Mais la jeune femme accepte qu'ils continuent à vivre sous le même toit, le temps que son mari trouve un nouveau logement. On peut habiter tranquillement à la maison, etc., sans aucun problème. Il n'y a pas eu une anicroche ni rien du tout. Rien. Voilà. J'ai vu qu'il faisait chambre à part parce qu'il ne s'en cachait pas. J'ai pas le souvenir de l'avoir mal vécu. Tout se passait très bien à la maison. Je ne les ai jamais vus se disputer.
Malgré la procédure de divorce engagée, tout se passait très bien à la maison selon Émilie. Alors pourquoi sa maman a-t-elle disparu ? Négarde, nous venons d'entendre les proches de Nadine Chabert raconter qu'il lui arrivait fréquemment de s'absenter quelques jours sans prévenir personne. L'hypothèse d'un départ volontaire de Nadine Chabert qui aurait cette fois-ci décidé de couper les ponts avec sa famille de façon définitive n'est donc pas à exclure. Est-ce qu'un adulte a le droit de disparaître ? Ça peut paraître surprenant, Arnaud, mais oui, une personne qui n'a rien à se reprocher sur le plan pénal peut disparaître. Et la police, de son côté, après s'être assurée que cette personne est partie de son plein gré en l'ayant contactée, n'aura pas le droit d'informer sa famille de sa localisation. C'est en réalité la liberté de chacune et de chacun qui est ainsi protégée. Nadine Chabert est maman d'une petite fille de 11 ans, Émilie. Si elle avait réellement décidé de quitter son domicile, est-ce qu'elle aurait pu se rendre coupable d'abandon de famille ? C'est vrai que le terme abandon de famille peut prêter à confusion, mais en réalité c'est le nom donné à une infraction qui, comme toutes les infractions, a une définition précise. On parle d'abandon de famille quand un parent refuse de verser à un autre parent la contribution financière qui lui a été imposée par un juge, par exemple à l'issue d'une procédure de divorce. Alors pour revenir à notre affaire, dans la mesure où Nadine Chabert n'était pas tenue de verser une quelconque somme d'argent en vertu d'un quelconque jugement, l'infraction d'abandon de famille ne pouvait pas lui être reprochée. Cela fait maintenant 48 heures que plus personne n'a de nouvelles de Nadine Chabert. La police décide alors de se transporter au domicile de la jeune femme, dans l'espoir de découvrir quelques indices permettant d'expliquer. Ir en congé ou pour vouloir acheter, je ne sais pas, quelque chose dans la maison, là, cette cagnotte avait disparu. Il y avait dans ce pot près de 2000 €. Où est cet argent ? Est-il possible que ce soit Nadine qui l'ait pris avant de partir ? Après avoir inspecté la maison, la police décide de fouiller la voiture du couple. Et là, ils vont tomber sur une petite pochette dans laquelle ils mettent la main sur des documents un peu étranges, avec des petits dessins, des petits croquis, des suites de chiffres. Patrick Chabert reconnaît sur ces drôles de papiers l'écriture de sa femme. Il y a aussi dans la sacoche un livre intitulé L'éveil et un message adressé à Nadine Chabert, signé d'une certaine Isa. Un message particulièrement intéressant, puisqu'il est écrit « Tu sais exactement où tu vas et pourquoi tu y vas. Bon voyage. » Ça me conforte dans l'idée qu'elle soit partie. C'est sûr que pour nous, c'est évident. Elle a pris ses affaires, elle en a eu marre, elle est partie. Après ces découvertes dans la maison et dans la voiture, les proches de Nadine Chabert sont plus que convaincus que la jeune femme a choisi de quitter sa famille. Émilie cherche à joindre sa maman. Quand Émilie m'a dit « Je peux prendre ton téléphone, papa ?» J'ai dit « Oui, appelle ta mère. » Elle prenait, elle appelait sa mère. Elle l'a appelée je ne sais combien de fois, on n'a pas eu de retour. Je l'appelais régulièrement, je laissais des messages vocaux, ma grand-mère, mon père aussi. Elle nous a quand même habitués des fois de partir sans donner de nouvelles en pleine semaine et de revenir quelques temps après. On avait l'espoir du jour au lendemain qu'elle arrive comme une fleur, comme si de rien n'était. Mais les enquêteurs ne partagent pas cet espoir. Ils sont convaincus qu'il est arrivé quelque chose de grave à Nadine Chabert. Tout est alors mis en place pour comprendre ce qu'il s'est passé. Le procureur de la République d'Aix-en-Provence saisit la sécurité publique de Martigues de l'enquête sur la disparition inquiétante de Nadine Chabert. Les policiers cherchent à savoir si un cadavre pouvant correspondre à la description de la jeune femme a été découvert. En vain. Des amis de la mère de famille sont entendus. Tous font part de leur inquiétude grandissante. Cela fait maintenant une semaine que plus personne n'a de nouvelles de Nadine Chabert. Les investigations se poursuivent. Le 17 juin 2003, soit 7 jours après la disparition de Nadine Chabert, les enquêteurs décident de se rendre dans les locaux où travaillait la jeune femme. En fouillant son bureau, ils découvrent son agenda qui révèle immédiatement des informations qui vont bouleverser l'enquête. À la date du mardi 10 juin, jour de sa disparition, la jeune femme a écrit « divorce ».
Le 10 juin, Nadine et Patrick, ils avaient un rendez-vous. Ils avaient un rendez-vous l'après-midi à 15h. Ils étaient convoqués devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence. C'était leur rendez-vous de conciliation pour leur divorce. Pourquoi Patrick Chabert n'a-t-il jamais parlé de ce rendez-vous aux policiers ? Comment Nadine, qui était à l'origine de la procédure de divorce, a-t-elle pu rater cette convocation chez le juge ? Elle attendait vraiment ce rendez-vous chez le juge pour le divorce, parce que pour elle, c'était une nouvelle vie, c'était un nouveau départ, et c'était quelque chose qu'elle attendait parce qu'elle avait enfin l'opportunité de vivre pour elle, et elle l'avait dit. Les policiers commencent à douter du témoignage de Patrick Chabert. Ils ont maintenant du mal à croire que le mari a déposé sa femme au rond-point de Fos-sur-Mer, le mardi 10 juin, à l'heure où ils auraient dû rejoindre ensemble le palais de justice. Les enquêteurs continuent de feuilleter l'agenda de la jeune femme. Et il apparaît que, contrairement à ce que prétend son mari depuis le début de l'affaire, Nadine ne devait pas partir à Paris le mardi 10 juin, mais le mercredi 11 juin, pour un début de stage, le jeudi 12. Elle avait des rendez-vous professionnels qui étaient calés le 11 au matin. Et l'après-midi, elle devait partir en stage à Paris, mais elle devait bien partir le 11 juin et pas le 10 juin. Alors pourquoi Nadine Chabert aurait-elle dit à son mari qu'elle partait le mardi 10 juin à Paris ? La secrétaire de l'entreprise montre alors aux enquêteurs les recherches sur des horaires de train effectués par Nadine Chabert. Et c'est une nouvelle preuve que la jeune femme comptait bien partir à Paris le mercredi 11 juin. Il y avait, d'après ce qu'on voit sur l'ordinateur, il y avait un projet de billets, mais semble-t-il, ces billets n'ont jamais été pris. Pourquoi ces billets de train n'ont-ils pas été achetés ? Nadine Chabert avait-elle vraiment l'intention de se rendre à ce stage ? Les policiers de Martigues décident alors d'entendre les collègues de travail de la jeune femme. Et ces témoignages leur apportent un nouvel éclairage. Le départ volontaire, c'est quand même pour beaucoup une hypothèse qui ne tient pas la route, parce que beaucoup s'accordent à dire que Nadine elle ne serait pas partie sans sa fille. Certains soupçonnent même ouvertement Patrick Chabert d'être impliqué dans la disparition de sa femme. Parce que Nadine, elle avait décrit son mari comme quelqu'un d'inquiétant et comme quelqu'un d'assez manipulateur. Nadine Chabert aurait même confié se méfier de son mari. Elle était inquiète, elle avait peur. Le soir, donc il faisait chambre à part et elle dormait avec la serrure fermée. Il paraît même que Nadine Chabert avait évoqué avec ses collègues l'hypothèse de sa disparition. Alors ils sont inquiets dans le sens où elle leur aurait fait des confidences, notamment une très particulière qui dit que si un jour elle disparaît, il faudra s'inquiéter et voir le côté de son mari. Des témoignages qui choquent terriblement Émilie, la fille du couple. Je sais que mon père, il est incapable de faire du mal à une mouche. Et ça m'énerve. Ça m'énerve parce que peut-être qu'à force de dire des choses négatives comme ça, ça va orienter les enquêteurs et ça va focaliser les enquêteurs dans les conforter dans leur idée de c'est le coupable parfait. Et justement, ils vont se dire pourquoi chercher, parce que telle ou telle personne nous dit que Patrick est potentiellement dangereux. C'est la maison de Nadine Chabert. Patrick Chabert ne le sait pas encore, mais les policiers de Martigues le suspectent maintenant d'être impliqué dans la disparition de sa femme. Les enquêteurs ne le croient plus quand il dit qu'il a déposé son épouse le mardi 10 juin 2003, vers 14h, sur ce rond-point à la sortie de Fos-sur-Mer. Pour tenter de le mettre face à ses contradictions, les policiers cherchent à retracer avec précision la dernière journée de Nadine Chabert. Le mardi 10 juin 2003, Nadine Chabert s'est rendue comme chaque matin à son travail. Elle est tout à fait normale, souriante, toujours dynamique. Le temps de terminer, de se préparer, donc elle nous a annoncé qu'elle se dépêchait,
qu'elle avait rendez-vous donc sur Aix-en-Provence dans le cadre de sa conciliation pour sa demande de divorce. Et vers 12h30, elle a dit au revoir à ses collègues. Elle est partie en disant comme ça sera terminé, je n'en serai que mieux. Émilie Chabert se souvient très bien de cette journée. Le 10 juin, ça fait 16 ans, mais je me rappelle comme si c'était hier. Mon père ne travaillait pas parce que l'après-midi, il avait l'enterrement de sa grand-mère. Moi, je me suis levée tard. J'avais pas cours, il y avait des grèves de cours, des grèves à l'école. Vers midi, on a préparé la table avec mon père, il prépare à manger. On a attendu ma mère, elle était un petit peu en retard. Selon Patrick Chabert, Nadine est arrivée à leur domicile aux alentours de 13h. Elle a été en ligne avec une de mes cousines. Elles ont parlé toutes les deux de l'enterrement. Et elle m'a dit, je te passe Patrick, justement. J'ai discuté avec ma cousine, elle passe Patrick, est-ce que tu pourras, nous, avec tes cousins, porter le cercueil? J'ai dit, oui, il n'y a pas de problème. Le couple déjeune alors en compagnie d'Émilie. On a mangé tous les trois ensemble devant la télé. Mon père est parti se préparer, moi j'étais avec eux aussi parce que je devais me préparer pour aller à l'équitation. Donc je les entendais parler de tout et de rien. J'entendais même ma mère se moquer de mon père parce qu'il ne savait pas comment s'habiller, parce que c'était la canicule. Mais on va quand même à l'église, on va quand même à l'enterrement, donc il faut quand même être apprêté. Vers 13h45, Émilie part chez sa grand-mère, qui doit l'emmener à son cours d'équitation. Émilie, elle est revenue à la maison parce qu'elle avait oublié ses chaussures de cheval. Elle a discuté avec sa mère, elle est partie. Nadine Chabert embrasse alors sa fille. Au moment où je pars, elle me fait un bisou, elle me dit « Je t'aime mon bébé », comme des mots d'habitude. Travailler sur le chantier de la prison de la Farlède, à Toulon. Les policiers vont alors étudier la téléphonie de Nadine et Patrick Chabert le jour de la disparition. Il apparaît que Nadine a bien reçu un appel de la cousine de son mari à 13h06, alors qu'elle rentrait déjeuner chez elle. Cela confirme pleinement les propos de Patrick Chabert. Ensuite, Nadine n'a plus eu aucune conversation téléphonique. Fait étrange, sa messagerie a été consultée à 19h06 et 22h29. Et son téléphone borne alors à Fos-sur-Mer. Le téléphone de Nadine Chabert, il est situé à proximité du domicile familial. Les policiers se penchent ensuite sur la téléphonie de Patrick Chabert. Et le 24 juillet 2003, soit 6 semaines après la disparition, ils font une découverte importante. Ils apprennent que le père de famille a tenté de joindre sa femme à 2h42, dans la nuit suivant la disparition de Nadine. Cet appel n'est pas passé depuis la maison à Fos, mais cet appel est passé depuis un hôtel dans la périphérie de Toulon. Pourquoi Patrick Chabert a-t-il dit qu'il avait dormi chez lui? Que faisait-il dans un hôtel situé à 110 km de Fos-sur-Mer? Les policiers sont maintenant convaincus que Patrick Chabert leur cache quelque chose. Jean-Marc, nous sommes dans la propriété de la famille Chabert. Les policiers ont réussi à retracer les dernières heures de Nadine Chabert avant sa disparition. Ils savent qu'il était à peu près 14h quand sa fille Émilie a dit au revoir à sa maman pour la dernière fois. Pour la suite, c'est le mystère. Patrick Chabert déclare avoir déposé sa femme sur un rond-point à la sortie de Fos-sur-Mer où elle devait avoir rendez-vous avec une de ses collègues de travail pour partir à Paris. De leur côté, les collègues de travail de Nadine déclarent qu'elle était pressée de partir car elle avait rendez-vous à 15h au tribunal d'Aix pour son affaire de divorce. D'un côté, elle donne une raison familiale auprès de ses collègues pour justifier de son absence. D'un autre côté, elle donne une raison professionnelle auprès de sa famille pour justifier de cette même absence. Nadine Chabert ne peut pas être à deux endroits différents au même moment. Elle n'a pas le don d'ubiquité. Donc on en revient encore à la même conclusion. Soit Patrick Chabert ment, soit c'est Nadine Chabert qui a menti. Partons tout d'abord sur cette dernière hypothèse qui nous conduit sur la piste du départ volontaire. Quels sont, selon vous, les arguments qui vont dans ce sens?
La première chose très importante, ce sont les témoignages de son mari, de sa mère et de sa fille, qui disent qu'elle s'absentait régulièrement sans donner de raison, sans prévenir, sans donner de motifs sérieux, et sans même s'occuper du quotidien de sa fille Émilie, qui alors avait 11 ans. Et puis il y a un autre argument, c'est le fait que ses affaires personnelles ont en grande partie disparu et que les économies de la famille ont également disparu. Il y a aussi, Jean-Marc, un autre élément qui pourrait laisser penser que Nadine Chabert a menti pour organiser son départ. Elle a quitté son travail en indiquant qu'elle allait à 15h voir le juge pour son divorce, mais elle a précisé que c'était dans le cadre d'une conciliation, c'est-à-dire d'un rendez-vous auquel son mari devait forcément assister. Or, elle ne pouvait pas ignorer que Patrick Chabert ne pourrait pas s'y rendre car il allait à l'enterrement de sa grand-mère. Oui Arnaud, vous avez raison, c'est un argument de plus qui accrédite l'idée d'un départ volontaire de Nadine Chabert. Mais il y a aussi un certain nombre d'éléments qui laissent penser que Patrick Chabert ne dit pas toute la vérité. Tout d'abord, certaines collègues de Nadine Chabert disent qu'elle avait peur de son mari et que s'il lui arrivait quelque chose, si elle disparaissait, il faudrait creuser de ce côté-là. Ensuite, les enquêteurs ont établi que Patrick Chabert avait menti en ce qui concerne son emploi du temps dans la nuit qui a suivi la disparition de sa femme. Et enfin, il est le dernier à avoir vu sa femme vivante. C'est la raison pour laquelle les enquêteurs légitimement le suspectent. Alors qu'un avis de recherche national est diffusé par la police pour retrouver Nadine Chabert, le 29 juillet 2003, soit 1 mois et demi après la disparition, les policiers décident de mettre la pression sur le mari. Ils veulent savoir pourquoi il a menti sur ses déplacements la nuit de la disparition de sa femme. Le 29 juillet 2003, à 10h25, Patrick Chabert est placé en garde à vue à l'hôtel de police de Martigues. Je comprenais pas pourquoi vous êtes là, quoi. Une garde à vue, j'ai vu ça que dans les films, moi. Alors, une garde à vue, donc, vous êtes matraqué de questions. Vous avez le gentil. Quand vous venez d'enterrer votre grand-mère, d'accord, c'est quand même la maman de la mienne. Et ça vous déstabilise. Vous travaillez, vous avez l'enterrement, vous voyez quand même votre famille, votre maman qui pleure. Donc, vous n'avez pas votre esprit à vous rappeler, etc., tous les détails qu'ils ont envie d'entendre. Pour vérifier les propos de Patrick Chabert, les enquêteurs appellent l'hôtel. La réceptionniste leur confirme qu'il est bien arrivé à 2h30 cette nuit-là, mais qu'il est parti le lendemain matin, sans prendre de petit déjeuner. Patrick Chabert n'a pas rencontré le fournisseur pour lequel il était parti passer la nuit à l'hôtel à Toulon. Les policiers demandent ensuite à Patrick Chabert pourquoi, selon lui, le téléphone de sa femme borne près de leur domicile le soir de sa disparition. Quelque chose qu'il ne comprend pas et il n'a pas d'explication à fournir à ce sujet. Alors que l'interrogatoire de Patrick Chabert se poursuit, la police demande à Hélène Pérez d'emmener Émilie au commissariat de Fos-sur-Mer. Elle me dit surtout, mamie, ne me laisse pas. J'ai dit non, je te laisse pas, je t'attends. Parce que bien sûr, elle est allée toute seule pour l'interrogatoire, une gamine de 11 ans. Et au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, est arrivé le policier là, et il me dit, il faut que vous alliez au Martigues. Et j'ai dit, ma petite fille, elle me dit, oh, ne vous inquiétez pas, on la ramènera. Arrivée au commissariat de Martigues, Hélène Pérez est affolée de la tournure que prend son audition. On m'a accusée de suite d'avoir fait, entre guillemets, disparaître ma fille. Pour eux, les coupables, c'était Patrick et moi. On m'a dit, le mot vulgaire, la vieille, elle couche avec le jeune, vous voyez, dans des trucs comme ça, la police, hein. J'y ai eu droit. Mais la plus grande souffrance d'Hélène Pérez, c'est de savoir Émilie seule, face aux policiers. Ma petite fille, elle était toujours au commissariat à Fos. Et là, c'est terrible. Le ressentiment, ce que vous ressentez parce que vous pensez que votre petite fille est seule, vous n'avez rien fait, vous vous demandez pourquoi vous vous trouvez là. C'est terrible. Hélène Pérez et Émilie sont rapidement autorisées à rentrer chez elles. Patrick Chabert, quant à lui, est toujours face aux policiers.
Cela fait plus de 24 heures qu'il est en garde à vue. Les enquêteurs veulent maintenant savoir pourquoi il ne leur a pas parlé du rendez-vous prévu l'après-midi du 10 juin pour le divorce. Patrick Chabert répond très simplement. Nadine ne m'en a pas parlé. Je savais que cette conciliation devait avoir lieu, mais j'ignorais sa date. J'ai appris que ce jour-là, il y avait la première conciliation, alors que je n'ai rien reçu à mon nom. Pourquoi le courrier, bon, je ne l'ai pas reçu. Certes, je n'étais pas à la maison, je ne pouvais pas gérer mon courrier. On avait le même avocat, le même conseil. Pourquoi il ne m'a pas appelé? Pourquoi il ne m'a pas appelé une seule fois? Donc je ne pouvais pas être au courant de quelque chose que j'ignorais complètement. S'il y a eu un courrier qui est arrivé pendant la semaine, il est possible qu'elle ait pu le cacher. Et en soi, ça ne me choque pas parce qu'elle nous cachait tout. Sa vie était devenue un mystère. Alors que Patrick Chabert est toujours en garde à vue, les policiers décident de perquisitionner sa voiture, garée sur le parking du commissariat. Dans le coffre, ils découvrent un cheveu et effectuent des prélèvements dans le véhicule. Ces éléments sont placés sous scellé et envoyés à l'Institut génétique de Nantes pour y être analysés. Sans éléments matériels et sans aveu, les policiers décident de mettre fin à la garde à vue de Patrick Chabert. L'homme rentre alors chez lui. Je l'ai vu rentrer mal en point, en train de pleurer, tomber par terre, en train de me dire « Je te jure, j'ai pas tué ta mère, je te jure ». C'est là où je lui ai dit que je savais, qu'il avait juste à se relever, que je savais parce que j'étais là. Négard, on a entendu la grand-mère d'Émilie Chabert raconter comment sa petite fille de 11 ans a été conduite seule dans un commissariat pour y être interrogée. On peut imaginer à quel point cette situation a dû être difficile à vivre. Est-ce qu'il existe des dispositions particulières pour protéger les enfants impliqués dans une enquête ? Oui, de manière générale, une place particulière est réservée aux mineurs selon son âge et sa qualité, victime, mise en cause ou témoin. Lorsqu'il est témoin, par exemple, le mineur de moins de 16 ans n'a pas à prêter serment, est entendu pour une durée ne pouvant excéder 4 heures, mais en principe sans la présence de ses parents ou représentants légaux, même s'il arrive que les enquêteurs le permettent pour mettre l'enfant en confiance. Pour revenir à notre affaire, c'est justement en qualité de témoin que la fille de Nadine Chabert a été entendue, mais c'est vrai que les enquêteurs se sont montrés assez inflexibles vis-à-vis d'elle puisqu'ils l'ont entendue seule, sans que personne ne l'accompagne. Lors de son interrogatoire, les policiers ont accusé Hélène Pérez, la belle-mère de Patrick Chabert, d'avoir couché avec son gendre et d'être impliquée dans la disparition de sa fille. Malgré ces accusations, Hélène Pérez n'a pas été placée en garde à vue, mais a été entendue dans le cadre d'une simple audition. Pourquoi, selon vous ? Pour qu'une personne soit placée en garde à vue, qui est une mesure de contrainte déjà assez grave, le Code de procédure pénale exige qu'il existe à son encontre une ou des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit. Si les enquêteurs n'ont pas placé Hélène Pérez en garde à vue mais l'ont entendue sous qualité de témoin, c'est sans doute qu'ils n'avaient pas suffisamment d'éléments objectifs à lui opposer. Mais parce qu'ils avaient probablement des soupçons, ils ont tenté de la déstabiliser en l'accusant d'avoir eu des rapports sexuels avec son gendre et d'être impliquée dans la disparition de sa fille. À l'issue de la garde à vue de Patrick Chabert, les policiers sont persuadés qu'il a tué sa femme. Ils le laissent pourtant rentrer chez lui et retrouver sa petite fille sans prendre de mesures particulières. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Une mesure de placement d'un enfant, c'est une décision grave et exceptionnelle qui ne peut être prise que par un juge des enfants et qui ne se justifie que si cet enfant encourt un danger au sein de sa famille. Dans notre affaire, on n'en est pas exactement là. D'abord, Patrick Chabert est présumé innocent. Ensuite, et même si ça peut paraître choquant étant donné la nature des faits dans lesquels il est impliqué, rien n'indique que sa fille, elle, encourait un danger justifiant la saisine d'un juge des enfants. Convaincus de la culpabilité de Patrick Chabert, les policiers continuent leurs investigations et depuis le début de l'enquête, ils ont un soutien sans faille, celui de la meilleure amie de Nadine. C'est elle qui, dès le premier jour, avait appelé la police pour signaler sa disparition. Cette amie, que nous appellerons Nathalie, vit en Haute-Savoie. C'est un personnage qui prend beaucoup de place dans cette affaire. Elle prenait beaucoup de place visiblement dans la vie de Nadine, puisqu'elle se voyait et s'appelait très souvent. Mais elle prend aussi beaucoup de place dans l'enquête et dans les investigations. De suite, elle est impliquée. De suite, elle a une conviction. Sa conviction, c'est celle que Nadine n'a pas disparu, mais a été tuée par son époux.
Dans un de ses mails adressés à Patrick Chabert, Nathalie écrit par exemple « Une multitude d'œils se tourne vers toi et te regarde. Nous ne te lâcherons pas, je te le promets, pour et par Nadine. » Nathalie va même prendre l'initiative d'informer les instances de protection de l'enfance, persuadée d'avoir un rôle à jouer vis-à-vis d'Émilie. Elle a essayé de s'impliquer dans mon école. Elle est venue voir mon directeur. Elle a essayé, je pense que mon père perde la garde. On avait l'impression qu'elle voulait mettre le grappin sur ma petite fille après. Qu'elle voulait venir gérer la maison. Une attitude qui révolte Émilie Chabert. Elle était contre nous. Elle s'est battue contre nous, à appeler la police, à harceler, à dire des mensonges, à faire des faux témoignages. Sincèrement, je ne comprends pas. Je pense que c'était une manipulatrice. La famille de Nadine Chabert regrette vivement que les deux... De toute façon, tous les soirs à s'appeler, elle partait le week-end avec, et j'avais le sentiment, en étant enfant, qu'elle me volait un petit peu ma maman. Les mois passent sans que la police ne parvienne à établir ce qui est arrivé à Nadine Chabert. En décembre 2003, soit 6 mois après la disparition de la jeune femme, la brigade criminelle de Marseille est saisie de l'enquête. Tout est alors mis en œuvre pour trouver des preuves de la culpabilité du mari. Le 4 mars 2004, soit 9 mois après la disparition de Nadine, la brigade criminelle de Marseille, accompagnée de techniciens de scène de crime, investissent le domicile des Chabert. Persuadés que le mari a tué sa femme dans la maison familiale, les enquêteurs cherchent à révéler des traces de sang invisibles à l'œil nu. Toutes les pièces de l'habitation sont passées au Crimescope. Il s'avère qu'il n'y a pas de traces de sang, il n'y a rien de particulier qui peut nourrir leurs investigations. Le lendemain, les enquêteurs retournent chez les Chabert pour saisir l'ordinateur du couple afin de l'expertiser. Quelques jours plus tard, les résultats tombent et le rapport apporte une information troublante. Effectivement, les enquêteurs vont constater que le lendemain de son interpellation et de sa garde à vue, Cette nuit du 10 au 11 juin, ils vont découvrir plusieurs choses. Ils constatent que Patrick Chabert a payé un péage à 23h52. C'était au niveau d'Aubagne, soit à mi-chemin entre son domicile de Fos-sur-Mer et son hôtel à Toulon. Les enquêteurs décident de reconstituer le parcours en voiture de Patrick Chabert le soir de la disparition de sa femme. Ils chronomètrent le trajet entre le domicile des Chabert à Fos-sur-Mer et le péage d'Aubagne. les enquêteurs vont refaire le parcours à grande vitesse, à petite vitesse. Et cette distance, les policiers mettront 49 minutes donc, pour la faire. On sait par l'étude de sa téléphonie que Patrick Chabert a réservé sa chambre d'hôtel depuis son domicile à 23h01. Cela signifie qu'il a pris la route juste après, pour arriver au péage à 23h52. Jusque-là, rien d'anormal. C'est conforme au chronométrage des policiers. En revanche, la seconde partie du parcours de Patrick Chabert, entre le péage d'Aubagne et l'hôtel Ibis de Toulon, pose problème. Les enquêteurs mettent 35 minutes pour parcourir ce trajet. Le père de famille aurait donc dû arriver à l'hôtel vers minuit et demi. Alors pourquoi le réceptionniste de l'établissement l'a-t-il vu arriver à 2h30 du matin? Il y a un trou de 2 heures à peu près. Il y a une espèce de... Le mari aurait ensuite caché le corps dans le coffre de sa voiture avant de partir vers 14h à l'enterrement de sa grand-mère. Nadine Chabert étant toujours dans le coffre, il serait revenu chez lui. Il aurait dit à la belle-mère, tu t'occupes d'Émilie pendant le reste de la soirée parce que j'ai un déplacement. Et à partir de là, il aurait profité de la nuit pour aller l'enterrer à Toulon. Et pas n'importe où à Toulon. Patrick Chabert travaillait en effet sur le chantier de la prison de la Farlède. Nadine Chabert aurait été enterrée dans les fondations de la prison de la Farlède. Les policiers en veulent pour preuve le trou de 2 heures dans l'emploi du temps de Patrick Chabert,
la nuit de son trajet vers son hôtel. Il n'y avait rien à charge contre moi. Il n'y avait que des suppositions. Le 19 mai 2004, une information judiciaire est ouverte contre X pour homicide volontaire avec préméditation. Et le 13 juin 2004, soit un an après la disparition de Nadine Chabert, le mari est de nouveau placé en garde à vue après avoir été interpellé à son domicile. Je me rappelle, c'était un dimanche soir, on allait passer à table. Et bon, ils sont arrivés à plusieurs voitures. J'avais un policier qui était immense comparé à moi, qui me faisait extrêmement peur, que dès que je voulais me relever, il m'appuyait sur l'épaule pour que je m'assoie. Et ils l'ont menotté devant moi et puis hop, il est parti comme ça un dimanche soir. Ça reste des images qui sont dans ma tête, qui sont choquantes. Ils m'ont embarqué. On est rentré dans la voiture de police. On m'a dit sur un ton un peu directionnel, « Allez, Chabert, t'arrêtes ton cinéma, on sait où aller, on y va. » Les enquêteurs de la brigade criminelle de Marseille sont nerveux, car ils veulent à tout prix obtenir des aveux. Ils savent que cette seconde garde à vue ne pourra excéder 17 heures. Le temps presse. À 21h30, l'interrogatoire débute. Ils ne cherchent pas Nadine, ils cherchent à me faire avouer l'inavouable, ce qu'ils ont envie d'entendre, quoi. Rapidement, les policiers abattent leur carte maîtresse en révélant à Patrick Chabert leur chronométrage du trajet entre Fos-sur-Mer et l'hôtel de Toulon. Quand ils se sont aperçus à quelle heure je suis parti, à quelle heure je suis arrivé, ben là, ils se sont régalés, quoi. Ils se sont amusés. Qu'avez-vous fait pendant ce laps de temps de plus de 2 heures ? Demandent les enquêteurs. Patrick Chabert répond qu'il ne comprend pas, qu'il ne s'est pas arrêté. Les enquêteurs vont me dire on sentait qu'il était mûr et qu'il allait s'écrouler. Ils ont insisté. Patrick Chabert tient bon et explique alors pourquoi il n'est pas arrivé tout de suite à l'hôtel. En cours de route, en fait, il s'est aperçu qu'il avait oublié son ordinateur à la maison, qu'il a décidé de faire demi-tour pour aller le récupérer à la maison, mais qu'en cours de route, il a mis la main à l'arrière de sa voiture et qu'en mettant la main, il s'est rendu compte que finalement, son ordinateur, il l'avait bien emporté et qu'il a refait encore demi-tour pour repartir à Toulon. Mais pour les enquêteurs, cet aller-retour dans la nuit pour récupérer son ordinateur est peu crédible. Je leur explique, ils me disent c'est faux. Ce qui dessert Patrick Chabert, c'est les incohérences, les différentes versions, les retournements, les revirements qui sont les siens. Au bout de 15 heures de garde à vue, le 14 juin 2004, à 12h30, un an après la disparition de sa femme, Patrick Chabert est présenté au juge d'instruction. Il est alors mis en examen pour homicide volontaire, avec préméditation. C'est cruel. Parce que pour moi, il n'a rien fait. Et ça, je ne changerai jamais d'idée. La juge d'instruction décide de ne pas incarcérer Patrick Chabert. Le père de famille quitte alors le palais de justice. Placé sous contrôle judiciaire, il a l'obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de Martigues. Je suis relâché dans la rue, et je prends un taxi et je règle le taxi une fois ici parce que j'ai rien sur moi. J'ai rien, quoi. Un chien, quoi. Si, un chien. Voilà ce que j'étais. J'étais devenu un chien, je me suis aperçu. Et je me suis dit là, je vais... Qu'est-ce que vous pensez des explications qu'a donné Patrick Chabert aux enquêteurs ? Le moins qu'on puisse dire, c'est que Patrick Chabert a du mal à convaincre les enquêteurs de la véracité de ses propos. La première chose, c'est que ce déplacement paraît effectivement bien étrange. Il paraît précipité, voire même improvisé. C'est à 23h01 que Patrick Chabert réserve une chambre dans cet hôtel. Et il prend aussitôt la route, sous prétexte d'y rencontrer le lendemain matin un de ses fournisseurs. Ce fournisseur, il ne le verra jamais. Il ne prendra même pas son petit déjeuner dans cet établissement. Alors, bien évidemment, ça éveille les soupçons des enquêteurs. Si on ajoute à ça un trou de 2 heures dans ce trajet vers l'hôtel, on peut comprendre que les policiers imaginent que ce déplacement n'a eu d'autre but que de faire disparaître le corps de sa femme. Pour les enquêteurs, Patrick Chabert a donc transporté le corps de sa femme dans sa voiture.
Preuve en est le cheveu qui a été retrouvé dans son coffre. Non Arnaud, pour moi, ce cheveu ne représente pas une preuve. Non seulement, il n'est pas sûr qu'il appartienne à Nadine Chabert. Et quand bien même ce serait le cas, il aurait mille et une autres raisons de se trouver dans le coffre de cette voiture. Le vrai problème, c'est que le scénario du meurtre, tel qu'imaginé par les enquêteurs, ne repose sur aucun élément matériel. Ni au moment de la commission des faits, ni au moment du transport du corps, ni au moment de la dissimulation du corps. Dans ce dossier, il n'y a aucune preuve, il n'y a aucun témoin, il n'y a pas d'aveu et il n'y a pas de corps. Les années passent sans que de nouveaux éléments soient apportés au dossier. Et en 2010, soit 6 ans après la mise en examen de Patrick Chabert, la juge d'instruction décide de son renvoi devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence. La circonstance aggravante de la préméditation est retirée de la qualification des faits. Patrick Chabert va comparaître pour le meurtre de sa femme. Il n'y a rien qui prouve que, simplement des dires des uns et des autres. Il n'y a pas de traces physiques de quoi que ce soit qui prouve que j'aurais pu tuer ma femme. Pendant 3 jours, 2 camps vont s'affronter. D'un côté, la famille de Patrick Chabert, convaincue de son innocence. De l'autre, les amis et collègues de Nadine, qui viennent à la barre décrire un mari dangereux, violent et manipulateur. Rapidement, la thèse de l'accusation semble privilégiée. Je pense que ce qui a été le plus dur, c'est de voir mon père sur le banc des accusés, complètement fracassé par ce juge qui posait des questions et qui était tout le temps à charge. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Patrick Chabert est condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de sa femme. C'était terrible. Ça a été... Ça m'a... Là, j'en ai voulu à ma fille. La maman de Nadine Chabert ne comprend pas ce verdict. Surtout qu'on a un avocat qui nous avait toujours dit « Mais dans ce dossier, il n'y a rien, vous verrez. Il n'y a rien dans ce dossier, vous risquez rien. » On prend 20 ans. À l'annonce du verdict, Émilie, la fille du couple, pousse un hurlement. J'ai entendu, j'entends encore. Ce cri d'Émilie, ça vous arrache l'âme. C'était terrible. Ça a eu un cri je ne sais pas vous dire. C'est plus que du désespoir, la détresse, je ne sais pas. Je ne trouve pas un mot assez fort pour décrire ce cri. J'y croyais pas en fait, je pleurais, je criais. Pour moi c'était inconcevable qu'on me dise que mon père il est condamné à 20 ans pour avoir tué ma mère, alors que je le répète, si j'avais eu le moindre doute sur mon père, je lui aurais fait vivre l'enfer. J'aurais été la première en train de faire en sorte qu'il coule. La colère d'Émilie est encore aujourd'hui intacte. La justice, au lieu de se dire « Mon Dieu, on va essayer de retrouver une femme, elle a disparu », ils nous ont anéantis. Ils nous ont mis plus bas que terre. Plus bas que terre. Ils nous ont tués. Patrick Chabert est conduit à la maison d'arrêt de Luynes. Je me dis, qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous? Après, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fous là? Il va falloir que je me batte maintenant, pour leur montrer qu'ils se sont tous plantés. Et je le prouverai, je sortirai. Patrick Chabert fait immédiatement appel de sa condamnation. Sa fille et sa belle-mère continuent de le soutenir. Ensemble, ils contactent l'association Action Justice qui se bat contre les erreurs judiciaires. Ils s'engagent alors dans un véritable combat pour pouvoir faire reconnaître l'innocence de Patrick Chabert lors de son second procès. Il a démontré que la thèse de l'accusation, telle qu'elle nous l'a été assénée, ne correspond pas du tout à la réalité de
ce dossier. C'est Philippe Vénère, ancien commissaire, membre de l'association Action Justice, créée par Roland Agré, qui est chargé de mener cette contre-enquête. À la lecture de ce dossier, qu'est-ce que je constate? Il n'y a qu'une piste, c'est Chabert. On ne regarde rien d'autre. J'ai rarement vu une affaire criminelle traitée avec autant de légèreté. Première incohérence relevée par la contre-enquête, le scénario du crime envisagé par les enquêteurs. Patrick Chabert aurait tué sa femme chez lui juste après le déjeuner. Alors pourquoi la mère de Nadine, vivant dans la maison voisine, n'a rien entendu? Maître Liorent, le nouvel avocat de Patrick Chabert, se rend sur place pour étudier la configuration des lieux. On a fait des essais de bruitage, de bruit. Si quelqu'un crie, ça s'entend. J'aurais pu entendre, puisque c'était le 10 juin, il faisait très chaud, tout était ouvert. C'est pour ça que je sais que Patrick n'a rien fait. Les enquêteurs sont persuadés que Patrick Chabert a ensuite transporté le corps de sa femme dans le coffre de sa voiture. Comment se fait-il qu'Émilie et sa grand-mère n'aient rien vu? L'emplacement où se trouvent les voitures est en vue directe avec la maison de la grand-mère. Il aurait fallu qu'il traîne le corps, qu'il le plie, le mette dans la voiture, au vu et au su de tout le monde, et qu'il s'en aille. Ça me paraît pas cohérent. J'étais là. Mon père ne l'a pas tué, j'étais présente. S'il y a bien un élément qui prouve que mon père est innocent, le plus fort, c'est moi. J'étais présente. Il n'y a pas eu de meurtre, j'étais là. Patrick Chabert serait ensuite parti à l'enterrement de sa grand-mère, avec le cadavre de sa femme dans le coffre de sa voiture. Est-il possible que ce corps transporté plusieurs heures sous un soleil de plomb n'ait laissé aucune trace biologique dans le véhicule? Il y aurait eu des odeurs, les sphincters se relâchent. C'était pas possible, ça aurait forcément laissé beaucoup de traces. Or, les prélèvements effectués dans le coffre n'ont rien donné. La police scientifique n'a pas lésiné sur les moyens. Dès lors qu'on avait le coupable idéal, il suffisait de retrouver une preuve scientifique pour pouvoir le confondre, et on n'a rien retrouvé, à l'exception d'un cheveu, ce qui là encore n'est évidemment pas sérieux. Selon le scénario du crime envisagé lors de l'instruction, Patrick Chabert aurait finalement enseveli le corps de sa femme dans le chantier de la prison de la Farlède. Hypothèse totalement infondée pour l'avocat d'Émilie Chabert. On a appris qu'au mois de juin 2003, c'est-à-dire au moment de la disparition de Nadine Chabert, contrairement à ce qu'avait avancé l'accusation, il n'était pas possible de couler un quelconque corps dans le béton, tout simplement parce que les murs avaient été édifiés depuis bien longtemps. C'est hallucinant. C'est hallucinant que les enquêteurs ne fassent pas des vérifications aussi basiques que celle-ci. Les avocats de la famille Chabert tentent également de démonter le soi-disant mobile du crime. Ils s'intéressent donc au rendez-vous fixé devant le juge aux affaires familiales le 10 juin 2003, jour de la disparition de Nadine. Et ils découvrent une information étonnante. On a appris que le rendez-vous auprès du juge aux affaires familiales avait été annulé. Vers 15h, quelqu'un a téléphoné au juge aux affaires familiales pour prévenir que le couple Chabert, coincé dans des embouteillages, ne pourrait pas honorer le rendez-vous. Ça, c'est une énigme. Qui a téléphoné? On ne le sait pas. Ça n'est ni Madame Chabert ni Monsieur Chabert. On regarde sur les fadettes. De l'un et de l'autre, c'est ni l'un ni l'autre. Et chose particulièrement étonnante, la personne qui a téléphoné en prétextant un contretemps du couple Chabert a demandé qu'un nouveau rendez-vous devant le juge soit fixé. L'avocat de Patrick Chabert croit savoir qui est à l'origine de cet appel mystérieux. C'est quelqu'un de vraiment motivé pour le divorce, et ça n'est que Madame Chabert. Donc à partir de là, on a une quasi-certitude qu'elle a fait appeler, ou elle a appelé d'un portable, qui n'est pas le sien, ça, on ne sait pas pourquoi, mais... donc elle était bien vivante lors de cet appel, donc ce qui exclut le meurtre à 14h, donc c'est ça qui est reproché à M. Chabert. Alors que la contre-enquête se poursuit,
Émilie se rend régulièrement au parloir de la prison de Luynes. Quand on va le voir, bizarrement, il a toujours le sourire. Je pense que c'était un moyen aussi de nous rassurer, de nous protéger. Mais je ne sais pas combien de kilos il a perdu, il était extrêmement maigre. Mais ça a été, je crois que ça a été les pires moments de ma vie. J'attendais mes parloirs uniquement pour voir ma fille. J'avais mes amis, j'avais mes parents, ma grand-mère. Et c'est votre fille. C'est 40 minutes, alors, mais 40 minutes qui vous paraissent une seconde. Entre deux parloirs, Émilie se lance également à la recherche de preuves pour innocenter son père. Elle fouille sa maison et retrouve dans le garage le disque dur de l'ordinateur familial. Le fameux disque dur que les enquêteurs accusent Patrick Chabert d'avoir fait disparaître. Il était dans le garage, dans sa boîte, il y avait le disque dur. Je suis tombée dessus, directement. S'il avait voulu le cacher, je pense qu'il aurait pris et l'aurait jeté à la poubelle. À côté du disque dur, Émilie découvre un certain nombre de documents étranges. J'ai retrouvé des écrits où ça parle de rites, ça parle de potions, ça parle de mise en condition, de purification. Et ce qui me fait extrêmement peur, c'est que dedans, il y a une méthodologie pour arriver à cette vie, cette consécration de la vie après la mort. Et non, ces écrits, moi, j'ai trouvé ça terrifiant. Ces éléments révèlent, je vais faire simple, hein, une nouvelle Nadine Chabert. Et si l'étude de ces écrits avait changé le cours de l'enquête? Dans cette procédure, rien, mais absolument rien, n'a été fait sur Nadine Chabert. Les enquêteurs sont incapables de vous dire qui elle était, comment elle a évolué. On a entendu Patrick Chabert exprimer son incapacité à démontrer son innocence lors de son premier procès. Ce qu'il dit est très intéressant. Je le cite, « Quand vous êtes innocent, vous vous défendez très mal puisque vous essayez de justifier quelque chose que vous n'avez pas fait. » Négards, ce n'était pourtant pas à lui de prouver son innocence. Nous avons en effet, en droit pénal, un principe fondamental, la présomption d'innocence, d'où découle un autre principe, cette fois-ci procédural. C'est au ministère public de prouver la culpabilité de l'accusé. Pour revenir à notre affaire, Patrick Chabert a quand même raison, parce que malgré ce principe, et surtout quand on n'a pas d'alibi comme c'est son cas, il peut sembler de plus en plus difficile, voire impossible, de se défendre de quelque chose que l'on n'a pas commis, de tenter de prouver quelque chose de négatif, quelque chose qui n'existe pas. La mère de Nadine Chabert se souvient que l'avocat de son gendre leur avait assuré qu'il n'y avait rien dans le dossier et que Patrick Chabert serait acquitté. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de faire ce genre de prédiction à vos clients pour les rassurer? C'est toujours très délicat de faire des prédictions. On ne sait jamais ce qui peut se passer au cours d'une audience, précisément parce que la justice est humaine et qu'il y a toujours des considérations qu'on ignore. Par exemple, l'ambiance générale, l'attitude que l'accusé va finalement avoir, la personnalité du président de la cour d'assises ou encore la perception des jurés. Le mieux, je pense, c'est d'expliquer au client les forces et les faiblesses de son dossier, en fonction, lui donner un ordre d'idée de ce qu'il encourt, mais le préparer aussi. Et même si on est persuadé d'un acquittement, à une décision de culpabilité, parce qu'autrement, si les choses tournent mal, la surprise peut être terrible. Pour préparer son procès en appel, Patrick Chabert a contacté l'association Action Justice pour mener une contre-enquête. Est-ce que ça ne devrait pas être le rôle des avocats de la défense ? Alors, ce qui pousse Patrick Chabert à contacter cette association, c'est sans doute le sentiment que l'instruction ne se fait pas assez à décharge, et ça, surtout quand on clame son innocence, c'est quelque chose de terrible. Alors finalement, peu importe que ce soit objectivement justifié ou non, à partir du moment où Patrick Chabert ressent une forme de défiance vis-à-vis de l'institution judiciaire, et étant donné l'importance de la peine qu'il encourt, il n'est pas anormal qu'il ait tenté de trouver du soutien auprès de ce genre d'association. Le 12 septembre 2011, le procès en appel de Patrick Chabert s'ouvre devant la cour d'assises du Var à Draguignan. L'accusé, qui n'a jamais cessé de clamer son innocence, peut compter une nouvelle fois sur le soutien sans faille de sa fille et de sa belle-mère. Dès les premières heures du procès, la présidente de la cour d'assises annonce sa décision de prolonger de 2 jours la durée des débats. On se dit que finalement le dossier va être étudié en long, en large et en travers, qu'on va pouvoir s'exprimer. Je n'ai pas ménagé ma peine
pour faire ressortir devant la cour d'assises d'appel toutes les lacunes, toutes les errances de la procédure, toutes les erreurs d'orientation. Mais les résultats de l'analyse du disque dur retrouvés par Émilie sont communiqués à la cour au milieu du procès. Et ils révèlent une information très grave. Sur son ordinateur, il a été découvert des recherches ayant trait à la décomposition du corps humain après la mort. Et évidemment, l'accusation y a vu, encore une fois, une preuve de culpabilité. Patrick Chabert doit alors s'expliquer. Selon lui, il a effectué ses recherches après le passage des amis de sa femme, venus à son domicile pour chercher Nadine. Quand vous avez, je ne vais pas citer les gens, qui viennent à la maison pour vous dire « T'as tué ta femme, on va chercher le corps, nous on sait où il est », des questions. J'ai dit « Mais oh, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait ?» Ils savent quelque chose que je ne sais pas. Donc j'ai fait une recherche, mais comme ça, pour savoir ce qui pouvait arriver. Vous imaginez? Alors que la défense est en mauvaise posture, le témoignage d'Émilie va faire basculer le procès. J'ai dit tout ce que j'avais à dire, contrairement au premier procès, parce que là, j'étais préparée, je savais à quoi m'en tenir. Et justement, j'avais ce regret que la première fois, j'arrivais plus à parler, j'avais peur. Là, non, je voulais me faire entendre. Émilie, elle va venir expliquer, cramponnée à la barre de la cour d'assises, qu'elle a déjà plus sa maman et qu'elle supplie d'arrêter le massacre, c'est son expression, elle supplie qu'on ne lui prenne pas son papa. Elle a dit ces mots-là, quoi, comme si c'était une petite fille de 10 ans, mais en pleurant. Et je crois que tout le monde a pleuré à ce moment. Excusez-moi. Le drame qui peut jouer dans une vie, il est là concrétisé parce que l'innocence de cette jeune fille, comparée à la brutalité d'une injustice, c'est un paradoxe tellement fulgurant qu'on ne peut être que bouleversé. Émilie sait que ses paroles vont être déterminantes. Je voulais me faire entendre. Je voulais dire ce que j'avais à dire. J'ai parlé avec mon cœur et j'ai dit tout ce que je savais. Avec toute la force de ses 20 ans, avec tout son courage et toute son émotion, je pense qu'elle a été le grand personnage de ce procès. Patrick Chabert, dans le box des accusés, écoute avec admiration sa fille. Elle a confiance en son père. Son père est innocent. Elle démontre que son père est innocent. Mais on y a bouffé son enfance. Voilà, on lui a bouffé son enfance. Je ne pardonnerai jamais ce qu'on a fait à ma fille. Le 20 décembre 2011, la nuit est déjà tombée sur Draguignan. Le jury se retire et après 4 heures de délibéré, l'acquittement de Patrick Chabert est prononcé. Le premier réflexe, c'était les gendarmes qui étaient derrière moi, qui me disent « Ne vous inquiétez pas, monsieur Chabert, tout va bien se passer, vous êtes innocent. » Là, vous avez les larmes qui coulent, même sans le vouloir. Vous avez les larmes qui coulent tellement. C'est la joie. Et puis Émilie, elle retrouvait son papa. Je prends mon père dans mes bras, enfin. Enfin, oui. Et heureux de se dire waouh, c'est enfin fini. En larmes, Patrick Chabert fait alors une promesse à sa fille. On va chercher maman. C'est un nouveau combat qui commence pour Patrick Chabert. Acquitté, libéré après 15 mois de détention, il veut maintenant savoir ce qui est arrivé à sa femme. Jean-Marc, 8 ans et demi après la disparition de sa femme, Patrick Chabert est acquitté. La justice
a fini par reconnaître son innocence. Patrick Chabert disait donc vrai lorsqu'il racontait dès le début de l'affaire avoir déposé sa femme sur un rond-point à la sortie de Fos-sur-Mer. Est-ce que vous pensez que Nadine Chabert avait réellement rendez-vous à cet endroit ce mardi 10 juin 2003 ? Oui, c'est très probable. Patrick Chabert a toujours déclaré qu'il avait déposé sa femme sur ce fameux rond-point à sa demande à elle. C'est donc qu'elle avait un rendez-vous à proximité ou sur ce rond-point et qu'elle avait l'intention de partir avec cette personne. On ne se fait pas déposer sur ce rond-point par hasard. Non, Nadine Chabert n'est pas partie seule sur un coup de tête. Et oui, elle avait préparé, organisé, prémédité son départ. Ce qui expliquerait, Jean-Marc, qu'elle ait menti à son mari en disant qu'elle partait à Paris pour ce stage professionnel et qu'elle ait également menti à ses collègues en expliquant qu'elle avait un rendez-vous chez un juge dans le cadre de sa procédure de divorce. Oui, ce double mensonge lui permettait de ne pas éveiller les soupçons sur son absence, au moins jusqu'au lendemain matin. Lorsque les enquêteurs sont venus pour la première fois au domicile des Chabert, ils ont constaté, en ouvrant la penderie de la mère de famille, qu'il manquait une grande partie de ses affaires. Selon Émilie, sa fille, il ne restait que des vieux vêtements et tout ce qu'elle portait habituellement avait disparu, y compris ses sacs de voyage. Or, Patrick Chabert a déclaré que lorsqu'il a déposé sa femme sur ce rond-point, elle n'avait qu'un petit sac à la main. Comment l'expliquez-vous ? Je pense que Nadine Chabert avait préparé ses affaires dans ses sacs de voyage qu'elle avait confiés à quelqu'un avant son départ, ce fameux 10 juin 2003. Ce qui induit deux choses. C'est d'une part qu'elle avait effectivement préparé, prémédité ce départ, et d'autre part qu'elle comptait bien quitter sa famille et son travail pour une longue durée. On l'a vu, après son acquittement, Patrick Chabert promet à sa fille de rechercher où est sa maman. Ensemble, une nouvelle fois, Émilie, sa grand-mère et son père cherchent à pointer toutes les pistes qu'il faudrait maintenant suivre. Émilie est aujourd'hui persuadée que sa maman a quitté volontairement la maison familiale. Peut-être pour aller rejoindre son amie Nathalie, qui vivait dans les Alpes. Au moment de sa disparition, pour moi, elle est partie en Haute-Savoie, elle était avec son amie. Et c'est ce que j'ai dit à la police, sur moi, elle doit se cacher là-bas. Parce que j'avais l'habitude qu'elle parte quasiment tous les week-ends chez elle. Nadine Chabert téléphonait quotidiennement à Nathalie. Émilie avait même entendu à plusieurs reprises sa mère dire au téléphone « mais si je pars, qui va s'occuper d'eux ?» La mère de famille ne cachait pas son projet de départ. Je l'avais rencontrée en entretien pour lui proposer donc une activité définitive. Et donc au moment où je lui propose donc ce contrat à durée indéterminée, elle me dit que tout simplement j'ai de la peine de vous le refuser, mais mon intention est de quitter la région. Elle voulait aller en Savoie chez une amie. Un départ dont Nadine Chabert avait également parlé à une de ses collègues. Nora Eschiaffi n'a jamais été entendue lors de l'enquête. Son témoignage est pourtant capital. Moi, on me l'a dit qu'elle allait partir. Ah oui, on me l'a dit. Je pars rejoindre mon amie en Savoie. Et elle vénérait beaucoup cette dame-là en Savoie. Elle parlait beaucoup de elle. Mais pourquoi Nadine serait-elle partie sans Émilie ? Elle m'a dit, ma fille, je la prends pas, je la laisse avec son père. Je sais qu'il va bien s'en occuper, c'est très fusionnel entre lui et elle avait la larme à l'œil. Nadine Chabert serait donc partie définitivement le 10 juin 2003, faisant croire à sa famille qu'elle allait juste 3 jours en stage à Paris. Moi, je pensais qu'elle allait en parler à son mari, qu'elle allait lui dire je vais partir et tout, s'arranger quoi. Non, en fait, non. Elle est partie. Elle avait décidé de partir. C'était le jour J. Mais pourquoi Nadine Chabert n'a-t-elle plus jamais donné signe de vie ? Pourquoi aurait-elle choisi de quitter sa famille pour rejoindre son amie en Savoie ? Je suis persuadée qu'elle a une emprise sur ma mère. J'en suis persuadée. Tout simplement parce que petit à petit, à force de la fréquenter, déjà, elle a totalement changé. Nadine Chabert avait basculé dans un autre monde. Elle le dit elle-même, s'était trouvée une nouvelle famille. Ce sont ses propres termes. Les écrits ésotériques de Nadine Chabert évoquent de drôles de séances de spiritisme partagées avec Nathalie et quelques amis. Il y est question de conversation
avec les morts, il y ait question de séances de spiritisme pour aller dans l'au-delà, il y ait question manifestement de la consommation de produits aux vertus stupéfiantes pour se retrouver en situation de communiquer avec les morts. Et si ces pratiques pouvaient avoir un lien avec la disparition de Nadine Chabert? Pour tenter de répondre à cette question, Sonia Jougla, psychoclinicienne spécialisée dans les mouvements sectaires, a étudié les écrits de la jeune femme. Ce qui saute aux yeux, c'est qu'il y a tous les ingrédients que l'on retrouve dans toutes les autres sectes. C'est-à-dire qu'on a un leader autoproclamé. Tous ces membres du groupe sont sous emprise, c'est-à-dire que ces personnes-là ne sont plus du tout dans une autonomie, ils sont complètement dans un état de soumission dont ils ne peuvent pas sortir. Nadine Chabert aurait donc intégré une secte. Est-il possible que sa disparition ait un lien avec ce groupe? Il est tout à fait possible qu'elle ait fugué avec d'autres membres du groupe, avec d'autres personnes du groupe, et qu'ils aient pu reconstituer un petit groupe ailleurs pour vivre à fond leur spiritualité et j'allais dire leur folie, tranquille, sans que personne ne les dérange. Ça, c'est possible. Nadine Chabert pourrait donc être vivante, 16 ans après sa disparition. Moi, je pense que, ouais, elle est vivante. Après, peut-être qu'elle a peur de revenir. Parce que je me mets à sa place. Je me dis, je pars, tu laisses ton mari, ta fille, tu t'en vas. Tu entends que ton mari a été accusé de meurtre et tout. Elle a dû l'entendre, c'est pas possible. Dans ma tête, ma femme est toujours vivante. Et je pense que je ne parle jamais au passé, ni Émilie, ni rien. Et c'est naturel pour nous de penser, parce que tant qu'il y a de l'espoir, ben, il y a de la vie, ou tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, comme on veut, mais tout est lié. Voilà. Cependant, l'état de santé extrêmement dégradé de Nadine Chabert au moment de sa disparition fait envisager un scénario plus sombre. Moi, je m'étais aperçue qu'elle avait énormément maigri. Elle ne mangeait plus, quoi, ou très très peu. La semaine précédant sa disparition, la jeune femme n'avait pas eu la force d'aller travailler. Oui, elle avait été en arrêt maladie parce qu'elle était très fatiguée. Non, mais elle était vraiment usée. Interrogé par les avocats de la famille Chabert, le médecin de Nadine confirme que sa patiente était en très mauvaise santé. Nadine Chabert avait une tension artérielle extrêmement basse, aux alentours de 7, je crois, qui, pour la plupart des médecins, si cette tension demeure un certain temps, met les jours en danger du patient. Et c'est à cette époque que Nadine participait à des séances de spiritisme, en consommant parfois des stupéfiants. À mon sens, il y a dû avoir, j'allais presque dire, la séance de trop, ou la prise de stupéfiants de trop. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une overdose, mais on est sur une défaillance cardiaque. Pour moi, l'hypothèse, elle est plus là. On n'est pas sur un meurtre. On est sur un accident médical. Pour Émilie, les membres du nouveau groupe d'amis de sa mère ont peut-être des informations importantes à donner. Je dis absolument pas qu'ils sont responsables de la disparition de ma mère, dans le sens où ils lui ont fait du mal, ils l'ont fait disparaître. Je ne me permettrai pas. Mais je pense qu'ils ont la clé. Et que si, un jour, ils se mettent à parler, peut-être qu'on saura la vérité. En mai 2012, 9 ans après la disparition de Nadine Chabert, Émilie et sa grand-mère ont décidé de porter plainte pour enlèvement et séquestration. Et c'est après un long combat judiciaire qu'elles ont obtenu en juin 2016 la réouverture de l'enquête. Un nouveau juge d'instruction a été saisi et c'est aujourd'hui la section de recherche de la gendarmerie de Marseille qui est chargée de mener les investigations.
On s'est extrêmement battu pour arriver à réouvrir l'enquête. Et j'attends énormément de cette nouvelle équipe d'enquêteurs. J'espère qu'ils pourront nous amener à quelque chose et je pense qu'ils nous le doivent. Émilie exige qu'on réponde enfin à ces questions. Est-ce qu'elle est partie d'elle-même? Est-ce qu'elle a voulu refaire sa vie? Dans ce cas-là, je l'accepterai, c'est son choix. Est-ce qu'on lui a fait du mal? Dans ce cas-là, je ne l'accepterai pas. Et je me battrai jusqu'à la fin de mes jours si on lui a fait du mal pour lui rendre justice. Alors, qui aurait pu faire du mal à Nadine Chabert? Il y a dans le dossier une piste qui n'a sans doute pas été suffisamment explorée, celle d'un ami très proche de la jeune femme. Il y a dans l'environnement, dans l'entourage de Nadine, un personnage un peu singulier, un peu surprenant, un peu particulier. On ne sait pas trop si c'est l'ami proche, si c'est l'amant, si c'est les deux. C'était un ami de la famille à la base, mais les derniers temps, il était surtout très proche de ma mère. Il était régulièrement à la maison, il était jusqu'à très tard le soir, parce que notre voisin le voyait, donc ça pouvait être jusqu'à 3h, 4h du matin. Cet homme a été appelé à témoigner lors du premier procès de Patrick Chabert. Et quand ce témoin a témoigné, nous avons senti qu'il était totalement amoureux de Nadine Chabert. À la barre du tribunal, l'homme a raconté qu'il avait rendez-vous avec Nadine Chabert le soir de sa disparition. Il devait la retrouver à Martigues pour aller au théâtre. Alors est-il possible que la jeune femme ait menti à son mari en disant qu'elle allait en stage à Paris pour pouvoir retrouver son amant dans la soirée? Et si le rendez-vous ce soir-là au théâtre avait mal tourné? Peut-être qu'il aurait voulu aller un peu plus loin. Et qui nous dit que cet homme-là, déçu, fou amoureux, disant puisque ça va pas, je la fais disparaître, qui peut le savoir? Ça n'a pas été exploité, cette piste-là. La famille de Nadine Chabert se bat aujourd'hui pour que toutes les investigations soient faites, pour que les enquêteurs envisagent enfin toutes les pistes possibles. Elle se raccroche à l'espoir que nous, avocats, avons, en se disant que finalement, la justice est capable de tout, y compris de nous proposer la vérité. Jean-Marc, qu'est-ce que vous pensez de la piste de l'ami avec qui Nadine Chabert avait rendez-vous le soir de sa disparition? Je pense que Nadine Chabert n'a jamais rejoint cet homme et qu'elle n'est jamais allée au théâtre. Nous l'avons vu, Arnaud. Elle a préparé son départ en montant de deux manières, d'une manière à sa famille, d'une autre manière à son entourage professionnel, pour que personne ne s'inquiète de son absence. Ce n'est certainement pas pour se rendre à quelques kilomètres de chez elle, le soir même, dans un lieu public. On a entendu l'ancien commissaire Philippe Vénère, celui qui a mené la contre-enquête, évoquer l'hypothèse d'une crise cardiaque. Alors, il est établi que Nadine Chabert consommait parfois des stupéfiants et qu'elle avait été en arrêt maladie la semaine précédant sa disparition, car elle était extrêmement faible. Pensez-vous qu'il soit arrivé quelque chose de grave à Nadine Chabert? Si Nadine Chabert était morte d'un infarctus dans un lieu public, il est évident que son corps aurait été découvert et que sa famille aurait été prévenue. Mais dans un lieu privé, dans un lieu fermé, dans un lieu isolé, où les personnes peuvent être liées par un pacte, il est évident qu'une telle mort peut rester secrète et le corps peut être dissimulé. Alors attention Arnaud, ce n'est qu'une hypothèse, c'est une grave accusation, mais qui ne repose sur aucun élément. La dernière hypothèse, Jean-Marc, celle à laquelle croit sa famille, c'est que Nadine Chabert est toujours en vie et qu'elle est sous l'emprise d'une secte. C'est vrai qu'au moment de sa disparition, le profil psychologique de Nadine Chabert correspondait à ceux des victimes de sectes. Certains de ces mouvements peuvent vivre en autarcie, en France ou ailleurs. Il est tout à fait possible que Nadine Chabert ait choisi de vivre en s'isolant du monde, en se coupant du monde. Mais attention, je ne dis pas qu'elle est séquestrée physiquement, elle est simplement dépendante psychologiquement de ce type d'organisation. Et si un jour elle arrive à rompre le lien psychologique qui la lie à cette secte, elle peut réapparaître même 16 ans après.
J'ai été longtemps en colère contre elle. C'est normal parce qu'il y a eu beaucoup de choses négatives qui ont découlé de sa disparition. Mais je pense qu'en grandissant, la colère, elle s'estompe. Et je l'aime. Elle m'a donné une éducation formidable. J'ai des souvenirs magnifiques avec elle. Et ce que je veux retenir d'elle, c'est que le positif. Et je n'en voudrais jamais, ma femme. Je n'en voudrais jamais. Le seul reproche que j'y ferais, c'est pourquoi tu n'as pas appelé ta fille. C'est tout. Moi, tu t'en fous, mais ta fille, oui. Ta fille. Appelle-la ta fille. Émilie n'avait plus sa maman. Le premier Noël, on lui a demandé ce qu'elle voulait pour le Noël. Elle a dit, je voudrais ma maman. Et on ne peut rien. On n'y peut rien. S'il y a quelqu'un qui sait quelque chose, mais je vous en supplie, manifestez-vous, venez nous voir. La police, quelque chose. Je sais que c'est dur, que c'est terrifiant, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui sait quelque chose et j'espère que s'il nous entend, qu'il voudra bien nous aider. Ce que je voudrais lui dire, c'est simplement de ne pas avoir peur de revenir. D'accord? Le numéro de ta mère, il n'a pas changé, Nadine. C'est toujours le même. Celui que tu avais quand tu étais jeune, et c'est le sur lequel je t'appelais. Il n'a surtout pas changé. Alors appelle, s'il te plaît. Fais-le pas pour moi, pour ta fille. Si tu veux pas le faire pour ta mère, au moins pour ta fille. Ta fille, elle est magnifique, elle avait 17 ans. Bientôt, Émilie Chabert aura l'âge que sa maman avait quand elle a disparu. Bientôt, espérons-le, elle connaîtra la vérité, cette vérité que la justice n'a pas pour l'instant réussi à faire éclater. Cette vérité qui se cache forcément dans le dossier épais de cette affaire, encore non élucidée. Les gendarmes de la section de recherche de Marseille procèdent à de nouvelles auditions et cherchent de nouveaux témoignages pour Émilie, sa grand-mère et son père, pour Nadine Chabert bien sûr. Il est temps de dire la vérité. Tides will rise, tides will fall.
feet in the black. Nobody driving. We're in the back to the end of the world. Tides will rise, tides will fall.
we